Depuis le temps que je vous en parle, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter de neuf sur Euclide? Qu'on ne sait pratiquement rien sur sa vie? Ouais, c'est comme d'habitude chez les Grecs. Que l'on n'a aucune représentation fiable? Même chose. Tant vaut choisir ce portrait imaginé par Max Ernst. Il vous plaît? Mais attendez, si Max Ernst a choisi de représenter Euclide avec un visage en forme de pyramide, c'est bien qu'il savait que tout un chacun comprendrait immédiatement l'association entre Euclide et la géométrie. Cela dure depuis 23 siècles. Alors, plutôt que de vous parler d'Euclide sans rien savoir de certain, plutôt que de survoler des centaines de pages des éléments sans rien approfondir, j'ai plutôt envie de vous raconter la postérité d'Euclide. Mais que cela ne vous empêche pas de vous plonger dans les versions des éléments que je vous ai mises en ligne. Les témoignages abondent sur l'importance des éléments d'Euclide dans la formation des mathématiciens arabes. Cette traduction provient de la Maison de la Sagesse. Elle a été révisée par Thabit Imkoura en personne. Thabit Imkoura avait été recruté par les frères Banu Moussa comme traducteur à Bagdad. Les trois frères Banu Moussa ne se distinguent que rarement entre eux. Il existe pourtant un traité écrit par Muhammad et Ahmad dans lequel ils reconnaissent la supériorité du troisième, Al-Hassan, en géométrie. Grâce à sa puissance dans la discipline de la géométrie et sa supériorité en celle-ci, il a été possible à Al-Hassan ibn Moussa d'étudier la discipline de la section du cylindre lorsque celui-ci est coupé par un plan non parallèle à sa base. Eh bien, d'après un biographe, cet Al-Hassan n'aurait lu que les 6 premiers livres d'Euclide. Oh, tout de même. Bien sûr, le sultan Al-Mamoun n'avait pas manqué de lui reprocher de n'avoir pas terminé la lecture d'un ouvrage aussi fondamental. Mais Al-Hassan était capable de retrouver tout seul le contenu des autres livres. Alors, il avait pu se faire pardonner. Pour le témoignage suivant, nous faisons un bond de 4 siècles et nous nous rendons de l'autre côté du monde arabe, à Marrakech. Le sujet est Ibn Munim al-Abdari, qui vivait au début du XIIIe siècle. Il est resté dans l'histoire comme un des tout premiers combinatoriciens. On rapporte, au sujet de sa passion pour la géométrie, qu'il ne dormait pas des nuits entières jusqu'à ce qu'il passe en revue le livre des éléments d'Euclide, commençant par la dernière proposition qu'il contient et allant à reculons vers celle qui la précède, et ainsi de suite jusqu'à la première proposition, puisque la compréhension de chaque proposition est basée sur la compréhension de celle qui la précède. Il était célèbre et connu pour cela. Les plus grands savants arabes ont étudié Euclide. Non seulement les frères Banu Moussa et Thabit Imkoura à Bagdad, mais après eux Al-Haytham, Al-Biruni et bien sûr Al-Tusi. Ceci est tiré d'un manuscrit de la version d'Al-Tusi. Les annotations que vous voyez dans la marge à gauche sont écrites en syriaque. Cela prouve bien que dans l'empire multiculturel qu'avaient fondé les descendants du prophète, les éléments d'Euclide ont été compris et traduits dans d'autres langues que l'arabe. Vous voyez ici une version médiévale en hébreu. Pendant le Moyen Âge européen, alors que l'héritage grec en arithmétique et en musique avait été transmis par les livres de Boès, il ne semble pas que les éléments d'Euclide aient fait l'objet d'un enseignement systématique. Ils n'avaient pas pour autant disparu. Dans la géométrie, faussement attribuée à Boès et datant probablement des successeurs de Gerbert au XIe siècle, on trouve les propositions des 3 premiers livres d'Euclide, mais sans les démonstrations.
À la Renaissance, les éléments sont un des tout premiers livres de mathématiques à être imprimés. L'édition est soignée, avec de nombreuses gravures sur bois. La base du texte est une traduction de l'arabe par Adélard de Bath, que Campanus de Novare avait réécrite et commentée. Jusque vers le milieu du XVIe siècle, les éléments vont rester un outil savant. La transition vers un véritable écrit d'enseignement date de la seconde moitié du XVIe. Selon les pays, elle a été incarnée avec plus ou moins de vigueur. Je vais vous présenter deux cas, l'Angleterre et la France, et surtout deux personnages que je crois représentatifs de leur époque, John Dee et Pierre de la Ramée. Voici la toute première traduction des éléments d'Euclide en anglais. Fidèlement pour la première fois traduite en anglais par Henry Billingsley, citoyen de Londres, avec une préface très féconde par M. John Dee, décrivant les sciences mathématiques, dans laquelle certains secrets nouveaux, mathématiques et mécaniques, sont dévoilés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la gravure de première page est particulièrement fouillée. On y voit entre autres Hipparque prendre une visée avec un quart de cercle, Ptolémée la main sur un globe terrestre, les quatre parties du quadrivium personnifiées par quatre jeunes dames, et tout en bas, le dieu Mercure, tenant le caducée des alchimistes. Mais pourquoi l'alchimie est-elle associée à Euclide? Vous vous souvenez de Cardan? Je vous raconte ailleurs les multiples facettes de son talent scientifique. Eh bien, John Dee est le pendant anglais de Cardan. Il signe une copieuse préface à ce livre, lui accordant ainsi toute sa caution scientifique. Sa position, Dee la doit à la confiance d'Élisabeth Ier, dont il est l'astrologue officiel en même temps que l'alchimiste et l'expert scientifique. C'était encore une époque où la distinction entre magie et science, entre astrologie et astronomie, n'était pas passée dans les mœurs. En plus de l'astrologie, de l'alchimie et de la magie, Dee pratique volontiers la nécromancie et utilise les services de plusieurs médiums pour communiquer avec l'au-delà et dialoguer avec les anges. Il était donc particulièrement qualifié pour recommander l'apprentissage des éléments d'Euclide aux universités britanniques. L'homologue français de John Dee est de 12 ans plus âgé. Mais tandis que Dee était un savant typique de la Renaissance, Pierre de la Ramée, dans son humanisme philosophique, annoncerait parfois le siècle des Lumières. Jugez plutôt. Allumons ce feu descendu de cette lampe céleste, libérons-nous de nos liens, élevons-nous au-dessus de ces ténèbres que font les ombres, et brisons les images, méditons la vérité. Ou bien encore, en vérité, je désire que chacun possède son libre jugement, et je ne me suis jamais arrogé la liberté de penser sans la concéder volontiers aux autres. On dirait Voltaire, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, Voltaire ne s'y est pas trompé et l'a dûment encensé comme précurseur 2 siècles plus tard. Mais quand il s'agit d'Euclide, Pierre de la Ramée ne philosophe plus. Pendant 4 ans, je m'appliquais à des sciences que l'Académie de Paris avait toujours négligées et qui, en grande partie, n'avaient été enseignées par personne avant moi dans cette chaire. J'avais entrepris d'appliquer la logique aux 15 livres d'Euclide. Je me mis à l'œuvre sans m'inquiéter de la redoutable obscurité des mathématiques, et j'arrivai promptement jusqu'au 10e livre d'Euclide. Là, je trouvai tant de difficultés qu'un jour, après avoir longtemps cherché une démonstration qui m'échappait, étant resté 1 heure immobile, je sentis dans les nerfs du col une sorte d'engourdissement. Je rejetai bien loin la règle et le compas,
et je m'indignais contre les mathématiques qui donnent tant de mal à ceux qui les étudient et qui les aiment. Le 10e livre d'Euclide a toujours été la bête noire. Euclide y développe une sorte d'algorithmique des quantités irrationnelles, extrêmement obscure. Il faudra toute la dextérité des algébristes arabes, puis de Simon Stevin, pour y voir un peu plus clair. Mais ça, je vous le raconte ailleurs. Le tout est que Pierre de la Ramée ose, dans ses Scholarum Mathematicarum, critiquer Euclide ouvertement. Kepler s'insurge dans les harmonies du monde. Le paragraphe est résumé à droite. La critique injuste et ignorante de Pierre de la Ramée contre Euclide. Et Kepler dit: la colère d'un critique irrité et hostile se tourne contre Euclide comme s'il était en procès. Le 10e livre d'Euclide est condamné à l'atroce supplice de n'être pas lu, craignant peut-être, s'il était lu et compris, qu'il ne dévoile les secrets de la philosophie. Il faut bien reconnaître que Pierre de la Ramée n'avait pas l'habitude de mâcher ses mots. Encore, sa critique d'Euclide n'était pas ce qui lui avait valu le plus d'ennemis. Il y avait eu avant sa critique d'Aristote, en un temps où l'université française était encore largement imprégnée de scolastique. Surtout, il y avait son obstination à promouvoir, en tant que doyen de l'université de Paris, un enseignement de qualité et à en écarter tous les incompétents. Au premier rang de ces incompétents, il y a Jacques Charpentier. En 1555, quand paraissent ces remontrances de Jacques Charpentier en 3 livres contre les institutions dialectiques de Pierre de la Ramée, la dispute reste encore dans les limites de la décence académique. Elle va s'envenimer jusqu'à une joute publique le 11 mars 1566. Ramus, Pierre de la Ramée donc, récent doyen de l'université, met Charpentier au défi, sur Euclide bien sûr. Je demandai que Jacques Charpentier prît ce livre, et s'il savait en démontrer une seule proposition parmi toutes, je serais des siens. Mais il ne fut jamais possible de lui faire dire un seul mot de mathématiques. La Ramée s'énerve. Ce n'est pas moi seul qui m'oppose à votre admission, ce sont tous les professeurs royaux, et non seulement ceux-là, mais encore Euclide, Archimède, Ptolémée et tous les mathématiciens du monde. L'arrêt du Parlement ne peut pas suivre complètement Pierre de la Ramée. Il ménage la réputation de Charpentier parce qu'il est un catholique fervent et un aristotélicien orthodoxe. Et puis il convient tout de même de tenir compte de la difficulté du sujet. Bien peu de gens ont vu lire Euclide en cette université, bien qu'il ait été expliqué par les soins de la Ramée. Il est vrai qu'il y a eu peu d'auditeurs, car c'est une grande entreprise dont bien peu de gens ont été capables. Alors qui a gagné? À court terme, c'est Charpentier. Il a pu continuer d'enseigner après avoir trafiqué en sa faveur l'arrêt du Parlement. Bon, il s'est d'ailleurs ridiculisé assez rapidement et a perdu son auditoire. À plus long terme, Pierre de la Ramée a fini par obtenir ce qu'il souhaitait, que les professeurs nommés à l'université de Paris ne puissent l'être qu'après que l'on se soit assuré de leurs compétences. Il est même allé jusqu'à instituer par testament une chaire sur son propre héritage, sous condition que les candidats soient examinés. Mais cette victoire, il l'a payée très cher. Que Pierre de la Ramée, qui n'avait pas caché ses sympathies protestantes, n'ait pas survécu au massacre, c'était malheureusement dans l'ordre des choses. Mais il n'a été assassiné que le surlendemain de la Saint-Barthélemy. On n'a pas pu s'empêcher de penser qu'il s'était attiré par son exigence et son franc-parler
suffisamment d'inimitié pour que sa disparition laisse beaucoup de suspects. Et au premier rang de ces suspects, bien sûr, Jacques Charpentier. La véritable victoire posthume de Pierre de la Ramée, c'est paradoxalement ses ennemis catholiques qui vont la lui accorder. Nous l'avons vu se battre pour imposer les éléments d'Euclide à l'université de Paris. Peu après sa mort, la Compagnie de Jésus élabore son Ratio Studiorum, ou plan des études. Ce plan qui sera suivi pendant un siècle et demi dans tous les collèges jésuites de l'Europe catholique. Voici les règles du professeur de mathématiques. Il devrait passer environ les 3/4 du temps à expliquer les éléments d'Euclide aux étudiants en physique. Au bout de 2 mois, quand ces étudiants seront familiers avec le sujet, il ajoutera un peu de géographie, d'astronomie ou d'une matière semblable que les étudiants écoutent avec plaisir. Cette matière supplémentaire sera enseignée le même jour que les éléments d'Euclide ou en alternance. À partir du moment où les éléments d'Euclide font partie du plan des études des jésuites, il devient difficile de séparer dans les critiques les arguments véritablement mathématiques des motivations idéologiques. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de vous parler d'Antoine Arnauld, de la logique de Port-Royal et de sa tentative pour réformer l'enseignement de la géométrie. Lui, dont les talents d'avocat ont fait le porte-parole des jansénistes, pouvait-il vraiment rester neutre face à l'enseignement d'Euclide par les jésuites? Reste que sa critique d'Euclide, il n'est ni le premier ni le seul à la formuler. Ce qu'il reproche aux éléments, c'est l'ordre, tout sauf logique selon lui, dans lequel les propositions sont présentées. Honorat de Meignet publie en 1624 ses Paradoxes contre les mathématiciens qui abusent la jeunesse. Le livre présente les définitions, théorèmes et maximes d'Euclide, d'Archimède, de Proclus, de Sacrobosco et d'Aristote, utiles à ceux qui veulent se servir proprement des mathématiques et de la philosophie. Meignet fait la part belle aux énoncés d'Euclide, mais il commence par les 3 livres d'arithmétique du 7e au 9e pour revenir ensuite au début. C'est un reproche récurrent qui est fait à Euclide. Pourquoi n'explique-t-on pas d'abord la notion de grandeur en commençant par l'arithmétique avant de parler de géométrie? Mais les reproches n'y font pas grand-chose. Les éléments restent l'outil pédagogique par excellence. Regardez ce qui est arrivé au petit Alexis Clairaut. L'éducation du jeune Clairaut fut domestique. Il montra dès qu'il put parler qu'il serait un jour capable des raisonnements les plus suivis, et son père se fit un plaisir de cultiver des dispositions si marquées. On lui enseigna à connaître des lettres de l'alphabet sur les figures des éléments d'Euclide. On se doutait bien qu'il essaierait d'en tracer de pareils, et qu'il voudrait en connaître l'usage. C'était une espèce de piège qu'on tendait à sa curiosité. Allez savoir pourquoi, quand il devient lui-même professeur et qu'il enseigne la géométrie, il décide d'une autre méthode. Voici la préface de ces éléments de géométrie. Quoique la géométrie soit par elle-même abstraite, il faut avouer cependant que les difficultés qu'éprouvent ceux qui commencent à s'y appliquer viennent le plus souvent de la manière dont elle est enseignée dans les éléments ordinaires. Clairaut a sa propre méthode pour ne pas décourager les commençants, comme il dit. Il part des applications concrètes, évite de compliquer tout ce qui doit rester intuitif, et multiplie les exercices plutôt que les théorèmes. Et le succès est au rendez-vous. Le manuel de Clairaut a servi de modèle pendant plusieurs générations. Chez lui,
La critique d'Euclide est fondée sur une réflexion pédagogique. Qu'Euclide se donne la peine de démontrer que deux cercles qui se coupent n'ont pas le même centre, on ne sera pas surpris. Ce géomètre avait à convaincre des sophistes obstinés qui se faisaient gloire de se refuser aux vérités les plus évidentes. Il fallait donc qu'alors la géométrie eût, comme la logique, le secours des raisonnements en forme pour fermer la bouche à la chicane. Mais les choses ont changé de face. Tout raisonnement qui tombe sur ce que le seul bon sens décide d'avance est aujourd'hui en pure perte et n'est propre qu'à obscurcir la vérité et à dégoûter les lecteurs. L'exemple n'est pas choisi au hasard. Que deux cercles qui se coupent n'ont pas le même centre est effectivement une proposition d'Euclide, la cinquième du livre 3. Je vous propose de la suivre dans trois versions différentes des éléments. La première est la traduction anglaise de Billingsley. Elle est fidèle à l'original et c'est donc une démonstration par l'absurde. C'est ce qui est annoncé dans l'encadré bleu à droite. Démonstration menant à une impossibilité. La figure montre deux cercles qui se coupent en deux points B et C ayant le même centre E. Un autre rayon coupe les deux cercles en F et G. Les deux segments EF et EG devraient être égaux, d'où la contradiction. Les éditions des éléments expliquées par le père Dechâle de la Compagnie de Jésus ont été nombreuses. Celle-ci est une nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par Ozanam. Elle date de 1730, sachant que les deux auteurs étaient morts au siècle précédent. La proposition 5 du livre 3 est traitée un peu légèrement, mélangée au cas de deux cercles tangents. Il est bien évident que deux cercles qui se coupent ou qui sont tangents ne sont pas concentriques. Toujours des éléments expliqués par Dechâle, revus par Ozanam, et cette fois-ci démontrés d'une manière nouvelle et facile par Audierne. Nous sommes en 1753, soit 12 ans après la parution des éléments de Clairaut. Et manifestement, il a été entendu. Plus de démonstrations artificielles par l'absurde, mais il manque toujours une définition claire de ce coupe en termes de nombre de points d'intersection. L'ordre des propositions, les démonstrations par l'absurde, que pourrait-on encore reprocher à ce pauvre Euclide? Les termes grecs. Cette fois-ci, c'est d'Alembert qui s'en charge. Il rédige l'article éléments de l'encyclopédie. À propos, les éléments d'une science, ce sont les résultats de base à partir desquels on construit tout le reste, comme en chimie en quelque sorte. Pas de quoi lancer une bataille idéologique, mais souvenez-vous qu'on est au beau milieu de la guerre des encyclopédistes contre les jésuites. Le triomphe qui se soldera par l'expulsion des jésuites est encore à venir. D'Alembert écrit « Il serait à souhaiter qu'on abolisse ces termes scientifiques et, pour ainsi dire, barbares, qui ne servent qu'à en imposer. Qu'en géométrie, par exemple, on dise simplement proposition au lieu de théorème, conséquence au lieu de corollaire, remarque au lieu de scolie, et ainsi des autres. On ne peut pas dire qu'il avait tort, mais il n'y a guère que pour Scolie qu'il ait été entendu. Au début du siècle suivant, alors que les passions religieuses se sont apaisées, Sylvestre Lacroix reprend le flambeau. Quand il écrit son essai sur l'enseignement en général et sur celui des mathématiques en particulier, son propre cours de géométrie en est déjà à sa 4e édition. Voici sa vision des éléments d'Euclide. Parce que ceux d'Euclide sont les seuls qui nous soient parvenus, il ne s'ensuit pas qu'ils aient été les meilleurs, ni même les derniers composés. Et quand cela serait, on pourrait encore, à cause du désordre qu'on y voit régner,
croire que la science n'était pas assez avancée à l'époque où ils ont été rédigés, pour que tous les rapports des propositions aient été remarqués et discutés. C'est donc dans la disposition des éléments de géométrie et dans leur rédaction qu'il faut maintenant chercher le mérite dont ils peuvent être susceptibles. Et un peu plus loin. Je ne pense pas qu'un défaut d'ordre pareil à celui qu'offrent les éléments d'Euclide et qui rend les propositions plus indépendantes qu'un grand nombre de réductions à l'absurde et des formes toujours dogmatiques qui semblent atterrer l'esprit du lecteur en l'empêchant de rien voir au-delà de ce qu'on lui présente, enfin que les locutions surannées qui sont à la géométrie ce que le style du palais est à la raison, soit les caractères essentiels de la méthode synthétique et constituent ses principaux avantages. Entre Clairaut, Lacroix et Legendre, la France disposait de manuels de géométrie superbement écrits et pédagogiquement bien pensés. On aurait pu croire que les éléments d'Euclide allaient passer aux oubliettes de l'histoire. Eh bien, pas du tout. En 1867, Jules Houel, qui est un des rares en France à avoir suivi les développements de la géométrie non euclidienne, considère encore les éléments d'Euclide comme un modèle. Il fait l'effort de rédiger sa propre traduction des 32 premières propositions d'Euclide et explique pourquoi. Au point de vue de la rigueur des déductions et du choix des axiomes, aucun traité jusqu'à présent n'a surpassé les éléments d'Euclide, malgré quelques points défectueux qu'il serait facile de corriger. Si les démonstrations d'Euclide n'ont pas toujours la simplicité qui semble régner dans les ouvrages modernes, cela tient bien moins au fond même de ces démonstrations qu'à la forme dogmatique adoptée par l'auteur qui se préoccupait avant tout de fermer la bouche à des sophistes que la Grèce avait le tort de prendre au sérieux. Force est de constater que les efforts de Houel n'ont pas été suivis d'effet. Et de l'autre côté de la Manche, que s'était-il passé depuis John Dee? Eh bien, pas grand-chose. Loin des querelles idéologiques, l'Angleterre s'est contentée d'enseigner Euclide jusqu'au XIXe siècle. Ce n'est que dans les années 1860 que la contestation anti-Euclide commence à gagner du terrain. L'un de ses champions est Sylvester. Vous allez reconnaître son style. Je me réjouirais de voir les mathématiques enseignées avec cette vie et cette animation que l'exemple de leur jeune sœur pleine d'entrain, les sciences naturelles, ne peut manquer de fournir. Les voies courtes préférées aux longues, Euclide honorablement rangé sur une étagère, ou enterré au plus profond des abysses, hors de portée des écoliers. Et ailleurs, il dit: l'étude précoce d'Euclide a fait de moi un géométrophobe, ce qui me servira d'excuse si j'ai choqué les opinions de qui que ce soit dans cette pièce, car je sais qu'il en est qui place Euclide en seconde place après la Bible seule, et parmi les avant-postes de la Constitution britannique. Mais Sylvester est un peu marginal, et son humour ne convainc pas l'establishment d'Oxford et Cambridge, où l'enseignement d'Euclide reste plus solide que jamais. À Cambridge, le propre ami de Sylvester, Cayley, le mathématicien anglais le plus en vue du moment, reste intransigeant et refuse de modifier quoi que ce soit à l'enseignement de la géométrie euclidienne. À Oxford, c'est un autre professeur de mathématiques, beaucoup plus célèbre que Cayley, qui se charge de démontrer que, d'une part, il ne faut qu'un seul manuel pour enseigner la géométrie, et que d'autre part, celui d'Euclide est meilleur que tous les autres. Cet avocat d'Euclide, c'est Charles Dodson. Mais si, Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Ah, vous voyez. Il met tout son talent littéraire au service d'Euclide dans ce livre, monté comme une pièce de théâtre,
truffé d'allusions à Shakespeare. Juste avant que le rideau tombe, bien sûr Euclide a le dernier mot. Il reconnaît que son manuel peut être amélioré, puis, au son d'une musique lente, Euclide et les autres fantômes disparaissent sans grâce, selon la mise en scène approuvée par Shakespeare. Son contradicteur Minos s'éveille en sursaut et va au lit plus triste et plus sage. A sadder and a wiser man renvoie au célèbre poème de Coleridge, La complainte du vieux marin. Quant au Heavily Vanish de l'encadré bleu, cela vient d'une pièce de Shakespeare, La Tempête. À l'acte 4, des moissonneurs rejoignent des nymphes en une danse gracieuse. Le héros, Prospero, ordonne aux esprits de disparaître, puis avec un bruit creux, étrange et confus, they heavily vanish. Tenez un petit test. Vous vous souvenez de l'auteur du livre que tient Hamlet à son entrée en scène avant le To Be or Not To Be? Oh non, c'est pas Woody Allen. Qu'a dit Cardan? Oui, c'est ça, c'est bien. Alors maintenant, le héros de la tempête est un magicien qui parle aux esprits et tient énormément à son immense bibliothèque. Vous avez une idée du modèle? Non, ce n'est pas Cardan. Retournez quelques pages plus tôt. Oui, c'est ça. Ça pourrait bien être John Dee.